En l'espace de quelques semaines, c'est le deuxième incident signalé entre les soldats en charge de la sécurité du président tchadien et des soldats français. La première fois, c'est devant la présidence que l'incident s'est produit. Le 9 juin, plus précisément, des soldats français ont été pris en train de filmer devant le palais présidentiel. S'en est suivi un échange de tirs où 2 soldats français sont blessés. L'état-major français dira plus tard qu'il s'agissait d'une patrouille de reconnaissance. La seconde fois, c'est devant la résidence du président Idriss Déby Itno que le même type d'incident s'est produit. Un véhicule avec à son bord des militaires français a essuyé les tirs, raison évoquée par les soldats français plus tard, l'architecture d'une mosquée située non loin de la résidence privée du chef de l'État tchadien. Les intéressés, ces 2 incidents soulèvent, à n'en point douter, des interrogations alors que les relations entre le Tchad et la France sont visiblement très bonnes, voire excellentes. Les visites d'État ou de personnalités les plus haut placées ne se comptent plus, le Tchad jouant un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces 2 incidents pris isolément? Y aurait-il des points de discorde entre les 2 pays? Le président Déby, promu maréchal récemment, doit-il s'inquiéter des soldats français déployés dans son pays à moins d'1 an de la prochaine présidentielle? Le président Idriss Déby va-t-il ou devrait-il briguer un nouveau mandat? En attendant de trouver des réponses à ces interrogations avec nos invités en plateau, le président tchadien a formé un nouveau gouvernement avec une ouverture vers plus de femmes et de jeunes. Beaucoup voient à travers cette équipe une équipe de campagne avant l'heure. Tchad, 2e incident entre soldats français et tchadiens, simple malentendu ou tension entre N'Djamena et Paris. La question sera posée à nos invités du jour. Je vous les présente juste après l'intermède. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. D'abord en plateau, Souleymane Hamzat, bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Jules Justinier Mpati, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Messieurs, merci d'être avec nous pour ce plateau entièrement dédié à l'actualité, donc au Tchad et visiblement ces incidents. La vraie-question est pour vous, Jules Justinier Mpati. Selon vous, est-ce que il y aurait des incidents où il y aurait peut-être des couacs entre les relations entre le Tchad et la France? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces 2 incidents-là, selon vous? Merci. Je dis bonjour aux téléspectateurs. Lorsqu'on prend les incidents qui ont eu lieu en quelques semaines, qui se sont répétés, le premier en juin, en liaison ou en rapport avec la présidence de la République, qui incarne la souveraineté de l'État, c'est le lieu de travail du président de la République, et le second, non loin de la résidence du président de la République. Lorsqu'on se rappelle un peu l'image qu'incarne le président de la République en rapport avec la souveraineté de l'État qu'il dirige, on a des raisons de s'interroger. Alors, cela soulève quelques principes connus en droit international. Le principe de la souveraineté de l'État, son caractère absolu ou relatif, le principe de la coexistence pacifique entre États, le principe de l'extraterritorialité, qui est un principe clé en droit diplomatique, et le principe de la coopération militaire ou l'environnement de coopération militaire, tout ce que cela soulève. Mais d'entrée de jeu, on peut déjà commencer par dire que ce sont des incidents banals ou des incidents simples à ne pas trop considérer, mais en politique, et traduit par le droit international public au plan international et le droit constitutionnel au plan interne. Des incidents simples peuvent révéler un sens politique profond. Des apparences d'amitié peuvent être cachées par des réalités divergentes sérieuses. Voilà. Souleymane Hamzat, est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui qui permettent de penser qu'il y a autre chose qu'une série de malentendus? Je crois qu'il faudra qu'on analyse le problème sur le fond et sur la forme. Sur le fond,
Sur la forme déjà, sur la forme, il y a eu des incidents. 2 incidents. Quand il y a un incident, on peut considérer cela comme peut-être une ratée. Mais quand il s'ensuit un deuxième, il faut s'en attendre à un troisième. Et je parle en tant que soldat. Maintenant, il faut reconnaître sur le fond le lieu de l'incident. Ce sont les points névralgiques d'une république. Le domicile du chef de l'État et la présidence de la République sont les 2 premiers points névralgiques d'une république. Et en tant que soldat, je trouve inadmissible que des soldats d'une autre république en mission dans cet État-là puissent aller jusqu'à sur ces points-là et sous prétexte de vouloir photographier la façade d'une mosquée, se retrouvent à prendre des photos de la résidence du chef de l'État, au point où la garde républicaine, sinon la garde du chef de l'État, puisse aller à des tirs de sommation. S'il y a eu des tirs de sommation, je pense que l'élément n'a pas dû faire tir tout de suite. Il a dû certainement demander à ce qu'il dégage de ce périmètre. Et ça, vous savez, quelle est l'arrogance, je pèse mes mots, des soldats qui viennent souvent en mission sur nos territoires, qui se croient tout permis. Et je pense que cela a dû enclencher cet incident de feu. Mais je reviendrai sur le paramètre géopolitique et militaire de cette affaire-là dans les questions qui vont suivre. Tout à fait. Alors, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale, de la diaspora, de l'appui du Tchad et l'ambassade de France au Tchad se sont, dans un communiqué conjoint, associés et déplorent donc l'incident survenu le 9 juin dans la matinée de la présidence de la République, au cours duquel des personnalités donc du personnel de sécurité de Barkhane ont été blessés en raison d'une confusion d'intention. Ce sont les propos repris par les 2 entités sur le but d'une mission de reconnaissance de sites. Alors, votre avis rapidement par rapport à ce communiqué-là ça intègre ce que nous appelons les déclarations en droit international. Ce sont là des déclarations. Et comme je l'ai dit, les déclarations doivent être rangées dans la rubrique des éléments que le frère Hamzat a qualifiés de formels ou de forme, c'est-à-dire les apparences. Vous voyez, c'est important de rappeler un peu et d'insister sur l'objectif déclaré ou sur la raison de la présence de ces militaires-là en ces points névralgiques comme l'a dit Hamzat. Il s'agit fondamentalement de raisons anodines, simples, banales, je dirais même artistiques, d'ordre artistique. Est-ce que cela fait du sérieux? La question se pose. Et il est important également de rappeler le contexte temporel dans lequel cela se déroule. Une période préélectorale, une période, on est à quelques mois des élections présidentielles. Est-ce que ce n'est pas des signaux ou des signaux d'alerte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas encore suffisamment, mais dont on a espoir que cela pourrait être réglé? La présence de la France au Tchad et dans le Sahel, elle se justifie fondamentalement par des raisons sécuritaires et un peu de développement, mais fondamentalement sécuritaires. Mais est-ce qu'il y a d'accord qu'un État ou qu'un État occidental ou que la France soit-il accord de coopération militaire, est-ce qu'il y a d'accord qui peut être passé sans que les intérêts de la France ne soient pas en jeu? Est-ce que cette présence ne cache pas des intérêts inavoués? C'est des questions qui méritent d'être posées. Alors, je crois, comme l'a dit Hamzat, il y a lieu de s'interroger et de s'inquiéter par rapport à ces incidents-là. Et je crois que le président Idriss Déby, même s'il donnera ou s'il donne des apparences avec le ministère des Affaires étrangères d'une très bonne relation, il va certainement exploiter cela du point de vue stratégique et du point de vue géopolitique. Voilà, alors le Tchad abrite donc une importante base militaire française, ce n'est pas un secret, la présence des soldats français. Est-ce que selon vous c'est une mauvaise chose? Parce que, rappelons-le, les relations sont excellentes entre les 2 pays et des soldats français sont déployés au Tchad, on le sait depuis les indépendances, ça remonte aux indépendances. Est-ce que selon vous c'est quelque chose qui ne devrait pas être?
Déjà, moi, je voulais dire, je me répète sur ce plateau, que l'installation des bases militaires en Afrique, j'en suis pas pour. Je suis fortement opposé à ce genre d'idée. On ne peut pas empêcher une collaboration militaire entre la France et le Tchad. Mais aller au point de vouloir installer une base militaire, c'est comme se faire un peu violer dans sa souveraineté. Mais dans le cas du Tchad, je ne vous arrête pas. On sait qu'il y a des problèmes sécuritaires majeurs dans la région et que l'armée française est déployée dans le Sahel et donc que N'Djamena sert de base. On sait aussi historiquement que le Tchad a eu recours à l'aide de la France pour plusieurs interventions armées contre des colonnes rebelles notamment. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire nous ne voulons pas des bases alors même que ces bases-là sont utiles quand il y a rififi? Nous allons y aller de ce pas sur le volet géopolitique. Le Tchad est un État qui lutte contre le terrorisme. C'est l'un des premiers aujourd'hui en Afrique qui s'est affiché dans la lutte contre le terrorisme. Tout à fait. Le Tchad avait à sa tête un général qui est devenu récemment maréchal, parce que son peuple aurait voulu. Le président Déby, de mon point de vue, et pour avoir suivi un peu son parcours, chef d'état-major déjà de l'armée tchadienne à 28 ans, imaginez-vous, pour arriver à ce point-là, les sacrifices qui ont été consentis. Et une fois à ce point, mais c'est quelqu'un qui, de toute sa carrière militaire, a prouvé, n'est-ce pas, à qui veut l'entendre et ceux qui ne veulent pas l'entendre, qu'il était un véritable soldat. J'en donne pour preuve la dernière attaque sur Boma, où il a fallu aller lui-même au front avec les troupes pour aller déloger carrément sur le lac Tchad tout ce qu'il y avait comme secte de Boko Haram en Sardine et tout le reste. Le deuxième paramètre, c'est que la France, aujourd'hui, est en train de perdre un peu l'Afrique. Je prends le cas de la Libye spécifiquement, avec le maréchal Haftar. L'entrée des Turcs en Libye, aujourd'hui, sur la scène militaire. N'engage pas, ne satisfait pas la France. Mais il faudra lutter contre le terrorisme. Et le Tchad s'oppose à l'envoi d'autres troupes sur le sol libyen. Ce qui crée un couac. Le troisième paramètre, c'est celui... Il faut rappeler que la Libye est frontalière du Tchad. Exactement. Et que les colonnes rebelles qui viennent au Tchad passent forcément par la Libye. Et cela n'arrange pas le président Idriss Déby Itno. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais si la France va jusqu'à bombarder le convoi qu'on a connu, qui venait de Libye et qui venait attaquer le Tchad, c'est certainement qu'elle accepte que le président Déby Itno soit soutenu, n'est-ce pas, dans le combat de la lutte contre le terrorisme. Ce qui stipule que les Turcs qui envoient des mercenaires de la Syrie pour du côté de... Non, il n'y a pas de preuve que les Turcs envoient des mercenaires. C'est connu. Ça a été même révélé par la chaîne africaine. Oui, mais écoutez, allons droit au but. Ne faisons pas... On n'a pas de preuve. Si vous me permettez, ne faisons pas de diplomatie. La Turquie s'est affichée comme étant une force qui lutte aux côtés de ceux qui sont reconnus par la communauté internationale. Tout à fait. La Turquie soutient le GNA. Si elle soutient le GNA, elle ne le soutient pas par la bouche, elle le soutient par les armes, par les moyens et par les hommes. Il faut justement des hommes derrière une arme pour pouvoir actionner des Il y a un déploiement militaire turc en Libye. C'est avéré. Si vous me permettez, le troisième point que j'allais évoquer, c'est celui du président Idriss Déby. Les rapports militaires qu'il a avec l'Union africaine sur la formation de la force conjointe multinationale. Il faut remarquer que les Français par Barkhane veulent s'imposer. Mais le président Déby Itno a bien choisi de dire, il a permis à beaucoup de gens de savoir que l'Afrique peut gérer ce problème-là du terrorisme en son sein. Et il en a donné la preuve en allant vers Boma et en attaquant les islamistes. Si nous revenons en conclusion sur le plan géopolitique, la France est acculée en Libye. Elle a des problèmes liés aux francs CFA avec le Tchad, parce que le président s'est plusieurs fois prononcé à cet effet. Il y a le problème des frontières inviolables du Tchad,
ou les incursions terroristes. Et ensuite, il y a le problème que nous connaissons, qui est celui de la formation et de la mise en tête de toute autorité africaine à la tête de cette force-là. Barkhane fait un travail à part. Barkhane ne travaille pas. C'est tout dernièrement qu'il a fallu. Et vous avez vu, le chef d'État tchadien qui a retiré ses troupes. Les troupes ont été retirées du G5 Sahel. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas une certaine synergie, il n'y a pas une certaine coordination qui permet au président tchadien véritablement d'aller et de combattre le terrorisme. Donc il va falloir que, par rapport à ces deux incidents, que le président tchadien prenne ses responsabilités. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 sans 3, il n'y a pas 1 sans 2. S'il y a eu un premier incident devant la présidence de la République, un deuxième sur son propre domicile, je suis sûr qu'en troisième position, vous apprendrez certainement qu'il y aura une frappe sur une caserne. C'est par intuition. Et je parle par intuition, j'en suis certain. Vos propos sont, on va le dire, extrêmement clairs, mais j'aimerais quand même qu'on essaye de tempérer tout ça. Pourquoi? Parce que le Tchad a toujours eu recours à la France. On ne va pas refaire forcément l'histoire ici, mais on sait qu'en 83 et 86, le président Hissène Habré a eu le soutien de la France pour mettre les partisans de Goukouni Wendei en échec. On sait que le président Idriss Déby Itno lui-même, qui est venu au pouvoir, on le sait, par les armes, dans les années 90, a eu le soutien de la France pour battre la colonne rebelle de l'Union des forces de la résistance en 2008 et en 2019, récemment, par des frappes de Mirage 2000 français. Si les relations sont aussi excellentes entre la France et le Tchad et qu'aujourd'hui, on nous décrit un peu de mauvaises relations ou des relations exécrables, est-ce que la responsabilité devrait être portée uniquement par la France, selon vous? Vous voyez, la carte géopolitique qu'il vient de présenter, elle permet de se rendre compte que, et même au-delà du domaine militaire, la France est en train de connaître des difficultés par rapport aux États africains. Et il y a un regain, une sorte de prise de conscience lente et conséquence de la maturité progressive des populations qui n'arrange pas trop en fait la France. Et de ce point de vue-là, il y a lieu de se demander, il y a 2 questions clés à se poser. Laquelle? La première question, est-ce que les accords de coopération militaire emportent disparition de la souveraineté de l'État tchadien? Est-ce que parce que la France a toujours soutenu le Tchad et que le Tchad a une relation historique apaisée avec la France, le Tchad doit donc dormir sur ses lauriers et considérer que ces incidents-là sont des incidents simples? Est-ce que le Tchad a le droit de relativiser sa souveraineté par rapport à la coopération militaire avec la France? La question c'est non. Il y a des domaines très bien connus dans lesquels la souveraineté de l'État est relative, tels que le domaine des droits humains, etc. Mais ici, nous avons affaire au symbole même de l'État, la présidente de la République, la résidence du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même, selon les constitutions modernes africaines, il est une institution lui-même. Donc il est une personne inviolable en principe. Maintenant, comme il le dit, je crois que Idriss Déby étant lui-même militaire, il saura prendre ses responsabilités. Alors, cela nous amène à poser la problématique de la souveraineté militaire en Afrique, de l'Afrique. Et cela passe par la question de l'unité ou la question de l'Union africaine. Alors, quelle est la politique de la CEDEAO? Quelle est la politique de l'Union africaine sur le plan militaire? Est-ce que l'Afrique n'a pas la possibilité, ou tout au moins le Sahel, ou tout au moins la CEDEAO n'a pas la possibilité de s'organiser au plan militaire et de faire face au terrorisme? Est-ce
est-ce que nous sommes sûrs que la France intervient aux côtés des États africains, des États du Sahel, pour combattre le terrorisme juste par amitié et juste pour aider d'anciennes colonies? Non, c'est parce que la France a des intérêts. Maintenant, ces intérêts peuvent changer de camp, ou ces intérêts peuvent être en train de changer de camp. Lorsque je développe des stratégies pour pouvoir me positionner dans une ancienne colonie et que je vois des signes avant-coureurs, comme quoi, bon, il n'est pas très sûr qu'avec la nouvelle mandature de tel, que je me sente à l'aise, ou que avec tel mouvement vers le pays, bon, ça risque de brouiller mes intérêts. Mais le changement de position commence quelque part. C'est pour cela que je me demande, cette intervention, ce remaniement ministériel-là, en même temps que c'est une alerte par rapport aux élections à venir, est-ce que ce n'est pas quelque part un début de réponse dans l'apparence à ce qui s'est passé? Et c'est sûr que le président Idriss Déby aura également d'autres surprises à réserver à des incidents du genre, M. Hamzat. C'est ça devait arriver. Alors, le président Emmanuel Macron a été clair. Les intérêts de la France, c'est d'abord d'éviter que le problème terroriste se propage, parce que si la Libye s'éclate complètement, et c'est clair qu'il y aura aussi des répercussions sur les pays outre-Méditerranée. Donc, la France protège aussi ses intérêts en se déployant sur le conflit terroriste au Sahel. Ça, c'est une première précision à apporter. Concernant la création d'une armée au niveau de l'Union africaine, cela devrait se formaliser. Le président Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine, l'a promis. Cela devrait se faire dans son pays, la création donc d'une armée africaine. Cela devrait être le cas en attendant. Et puis, la situation sanitaire internationale est intervenue et a peut-être, on va dire, ralenti la création de cette armée-là. Votre avis déjà sur la création d'une armée africaine et le fait que vous soyez, en tout cas sur ce plateau, toujours militant d'une, on va dire, d'une autonomie des armées africaines? Le remplaçant du capitaine Dadis Camara, son nom m'échappe, avait été promu pour la formation et la création d'une force africaine. Il est à l'Union africaine depuis, je crois, une dizaine d'années presque, mais il n'y a rien de nouveau qui sorte. Moi, je pars plutôt dans le principe qu'il faut régler les problèmes qui se posent à l'instant. Et le problème qui se pose à l'instant pour nous, c'est le problème du terrorisme. Le président tchadien est en phase, je suis en phase avec le président tchadien sur ce point, puisqu'il demande tout simplement à tous ses partenaires de la sous-région qu'ils puissent créer une force, mais cette force-là, qu'elle soit commandée par les Africains, qu'elle soit aussi financée par les Africains. Ce qui est pour eux impossible. C'est possible. Les États africains n'ont pas l'habitude de cotiser beaucoup d'argent pour ce type de force-là. On a vu les présidents du G5 Sahel faire des réunions pour demander l'aide de la France et de la communauté internationale pour soutenir la lutte contre le terrorisme. J'en ai déploré le cas ici. En vous citant, à l'époque, si vous vous en souvenez, je vous ai donné le cas du Nigeria, qui est un grand exportateur de pétrole. Quand vous prenez 1 million de barils de pétrole, si le pétrole est vendu même au prix le plus bas, prenons $40, multipliez 1 million par $40, vous voyez ce que ça donne en chiffre. Est-ce que le 10e ne peut pas être consacré à la lutte contre le terrorisme? Je me pose la question. Oui, mais c'est une manière de vous dire... Et là, il faudra la volonté des États, justement, des chefs d'État. C'est là le problème. Le problème se trouve là. Je prends l'intervention du Tchad sur Kidal en 2013, pardon. J'étais encore à Paris. Vous allez vous rendre compte que le Tchad est rentré dans cette guerre sans subvention, sans moyens, venant de l'ONU, ou etc. Ils sont allés jusqu'au cœur de Kidal. Ils ont fait rétablir l'ordre. Ils ont remis la souveraineté aux Maliens. Ils se sont désengagés. Ils sont revenus sur leur position. Mais il était normal que le Mali puisse prendre ses responsabilités. Mais est-ce que le Mali avait les moyens de tenir face à ces rebelles? Non, il ne l'avait pas. D'où la nécessité pour nos chefs d'État de créer des forces et de les unir pour combattre le terrorisme. J'ai plusieurs fois décrié ce problème-là ici. Le deuxième point, c'est celui du président Idriss Déby qui demande simplement
de créer une task force internationale qui puisse permettre de financer, n'est-ce pas, cette force en question. Aujourd'hui, quand vous prenez sur toute l'Afrique, vous ne trouverez pas une force qui combat le terrorisme mieux que le Tchad et le Cameroun. Je dis le Tchad parce que vous avez vu plusieurs fois, il a même pris sur lui d'envoyer son fils au front, le président Déby. Je vais parler du général Mahamat Déby Itno, son fils. Et vous prenez au niveau du Cameroun, vous avez le Bir, dont il y avait un capitaine, j'ai oublié son nom aussi m'échappe, mais qui était un farouche guerrier, qui a fini par se faire tuer dans cette guerre-là. Il revient à nos dirigeants, et c'est un rappel ici, si je peux me le permettre, de penser à la sécurité des États. Un État doit rester inviolable. Et dans le cas de ces deux incidents, moi je trouve inadmissibles les raisons qui ont été évoquées, comme quoi on voudrait voir la façade d'une mosquée. Depuis quand la France s'intéresse aux mosquées? Dites-moi. Les soldats français peuvent être intéressés par de l'architecture. C'est le dernier souci de la France. C'est le dernier. Cher ami, croyez-moi. Un soldat français. Croyez-moi. Et ils sont bien. Vous savez, quand la France vient intervenir dans un État, quand la France vient, si vous me permettez, a le droit de s'intéresser à l'architecture d'une mosquée. Pas aller prendre une photo en tant que soldat bien averti dans un périmètre reconnu de haute sécurité, comme la présidence de la République ou le domicile du chef de l'État. Ce sont des points névralgiques dans lesquels on ne se permet pas n'importe quoi. On ne va pas garer sa voiture au bord du trottoir alors que le domicile du chef de l'État est à quelques mètres près. On ne va pas se mettre devant la présidence de la République à prendre des photos parce que on est force Barkhane ou machin. Je salue avec toute ma détermination la riposte de la sécurité tchadienne. Et la prochaine fois, il faut qu'ils aillent encore plus loin. Comme ça fera en sorte que ces gens-là qui viennent chez nous, soi-disant pour lutter contre le terrorisme, pensent à nous respecter aussi. Faisons-nous respecter. Mais c'est des gens que vous accueillez les bras ouverts, c'est des gens à qui vous faites des facilités, c'est des gens qui vous aident parfois à tenir des régimes de plus de 30 ans au pouvoir. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. C'est un peu trop facile, selon Mme Zat, de faire ce type de reproche-là à des soldats français. Je voudrais vous demander, Jules Justinien Rompati, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, le Tchad et la France ont intérêt à ce qu'il y ait des difficultés dans leurs relations, au vu donc des points, on va dire, des nombreux points de ralliement que ces deux pays-là ont? Je rappelle que la France a des soldats en nombre déployés au Tchad. Je rappelle que la France et le Tchad sont engagés ensemble sur le front du terrorisme. Le président Idriss Déby Itno se déplace régulièrement en France. Des ministres, des personnalités au plus haut sommet de l'État se rendent au Tchad, échangent avec les autorités. Est-ce que les deux pays n'ont pas intérêt à ce que les relations soient saines et que ces relations-là soient fructueuses pour la résolution du problème terroriste notamment? Merci. Je l'ai évoqué à l'entame de cette émission, le principe de la coexistence pacifique entre les États impose justement à première vue que la France et le Tchad développent des relations apaisées et que tout se passe en bonne intelligence entre les deux États. C'est clair. Mais au second niveau, vous savez, je m'intéresse de plus en plus aux États occidentaux, beaucoup plus pour voir les intérêts que l'Afrique peut en tirer. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Je ramène cela en Afrique pour dire que le Tchad n'a pas d'amis, le Tchad n'a que des intérêts. Les États africains n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais vous avez soulevé tout à l'heure, dans vos propos liminaires avant la question que vous m'avez posée, vous avez posé la problématique de la liberté des dirigeants africains. Ils sont tombés, pour la plupart, ils se laissent aller à des compromissions d'ordre électoral qui handicapent leur liberté permettant d'assurer la souveraineté de l'État qu'ils représentent. Et c'est là la difficulté. À ce niveau-là, nous en appelons à la maturité du peuple. Nous en appelons à la société civile pour que les dirigeants africains comprennent
qu'ils sont surveillés par le peuple et qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Ils veulent surtout lorsque c'est en décalage avec la Constitution. Vous avez dit qu'ils sont libres de prendre des photos, ils sont libres de faire ceci, de faire cela. Ah non, je ne l'ai jamais dit. Vous avez dit que mais les Français peuvent aimer prendre une photo. On peut être intéressé par l'architecture d'une mosquée. Est-ce que c'est interdit d'être intéressé par l'architecture? Dans le principe, ce n'est pas interdit. Cela me suffit. Vous avez répondu à ma question. Dans la pratique, par rapport à ce contexte-là, le cadre, les circonstances, l'environnement, le caractère sacré de la présidence, du chef de l'État, du domicile du chef de l'État, ce n'est pas possible. Et il a évoqué tout à l'heure le respect de l'Afrique. Moi, je voudrais que les autres chefs d'État imitent le président tchadien. Qu'ils saisissent les opportunités du genre pour amener les dirigeants, pour amener les États étrangers à comprendre que l'Afrique mérite respect, pour que ce cordon ombilical d'ordre colonial qui continue de se perpétuer entre l'Afrique et les États occidentaux puisse se sectionner définitivement. Mais cela demande que les États africains se prennent au sérieux au plan unité militaire, donc armée militaire, souveraineté financière. Vous avez demandé, mais est-ce qu'ils le peuvent? Ils peuvent avoir une armée, on peut avoir une armée africaine, mais à 2 ou 3 grandes conditions. La première condition, que les chefs d'État africains le veuillent. Mais est-ce qu'ils peuvent le vouloir alors qu'ils sont venus par des compromissions? Pour la plupart, ils sont venus par des compromissions et d'ordre électoral qui compromettent donc leur liberté, traduisant la capacité d'assurer la souveraineté, de faire respecter la souveraineté de leur État. Deuxièmement, est-ce qu'ils sont suffisamment organisés? Donc, ça, et troisièmement, est-ce qu'en réalité ils le peuvent? Donc ça devient une question, ça nous met dans une démarche d'ordre métaphysique ou d'ordre dialectique. C'est-à-dire, est-ce qu'ils le veulent? Ils ne veulent pas, ils n'ont même pas intérêt à le vouloir quand on analyse un certain nombre de paramètres du point de vue réaliste. Est-ce qu'ils sont organisés? Ils ne sont pas organisés parce que qui va être le chef d'État des États-Unis d'Afrique si c'était le cas? Et qui va cesser d'être chef d'État pour qui? Chacun pense à ses précarés. Voilà. Bon. Et après, mais est-ce qu'ils se sont suffisamment organisés? D'où il faut aller à la fois, il faut exploiter les deux théories. La théorie du renforcement militaire au plan continental, en même temps que la théorie chère à Hamzat, qui consiste à assurer le renforcement militaire au plan étatique. C'est très important. Oui. Alors, Solomon Hamzat, aujourd'hui, on sait que la force antidjihadiste Barkhane a son siège à N'Djamena. Vous êtes partisan souvent je le rappelle, hein, vous avez souvent milité sur ce plateau pour le désengagement des forces étrangères de nos États. Est-ce que selon vous, on peut résoudre aujourd'hui le problème du terrorisme en désengageant tous les soldats des autres États déployés sur le sol africain? Est-ce que selon vous, c'est une possibilité qui se peut de suite? Vous posez là un problème à 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'on ne peut pas se refuser une coopération militaire, quelle qu'elle soit. C'est pas possible. On ne peut pas se dire, on se renferme sur nous, on fait tout seul. Ça, c'est exclu. Je suis dans le cadre de la coopération, mais je suis contre les bases militaires. Le deuxième paramètre, c'est que le président Déby vient de nous démontrer, il a fait de manière ouverte à la face du monde, que l'armée tchadienne à elle seule peut combattre Boko Haram. Elle l'a bouté hors de son territoire. Il y est allé au front. Il a posé ses marques. Il a ramené la sécurité dans le coin. Il est retourné sur N'Djamena. Mais quand vous posez des actes de ce genre, vous pensez que ceux qui se croient les champions de la lutte contre le terrorisme, à l'instar de la France, puissent vous regarder d'un bon œil? Non, je ne crois pas. Parce que de tous les temps, le mental colonial est resté. C'est nous qui devons leur dicter. C'est nous qui devons... Et c'est à ça que s'oppose le président Déby. En disant non, créons une force interafricaine, multinationale, qui nous permette de lutter contre le terrorisme. Et pour vous donner un exemple, moi je vais d'abord, moi Idriss Déby Itno, je vais mettre de l'ordre dans mon État. Et il est allé lui-même au front. Les images existent.
vous pouvez les diffuser. Il a été lui-même, il a ramené. Vous pensez que ça fait plaisir à la France de voir un État comme le Tchad qui croit qu'ayant des relations sur le plan militaire avec la France et des accords de défense avec la France puisse se permettre à lui tout seul, cet État-là, d'aller sur le front, de remettre de l'ordre, mais sans aucune intervention de la France. Ça rend jaloux. Cela arrange aussi la France. Ça n'arrange pas la France. D'avoir d'excellents résultats contre le terrorisme. C'est la preuve que le président Idriss Déby vient de nous donner la preuve que le terrorisme peut être combattu par les Africains et pour les Africains. Souleymane Hamdat, ce même Idriss Déby que vous décrivez fort, puissant, stratège, a quand même eu besoin plusieurs fois de la France pour rester au pouvoir. Les rebelles étaient aux portes du palais présidentiel quand avec l'aide de la France, Idriss Déby Itno a pu rester en 2008. Les rebelles sont revenus par colonnes de milliers et ce n'est que grâce à l'intervention de ces soldats français-là déployés au Tchad. Si cette base n'avait pas existé, est-ce que Idriss Déby serait encore au pouvoir? Je vous explique ceci. Il est d'une chose d'avoir des accords militaires, de coopération militaire avec un État. Dans la défense peut-être opérationnelle de votre territoire. Il est d'une autre d'avoir des accointances pour des raisons électorales ou électoralistes, comme disait mon co-débatteur. Mais la plupart des chefs d'État que nous connaissons sont plutôt dans le sillage qu'il a cité. Les gens sont là, ils pensent qu'à demain, ils ne pensent pas à ce que le pauvre vendeur de moutons ou de machins soit protégé dans les quatre coins de Le président Idriss Déby est dans ce cas-là. Le président Idriss Déby se trouve formellement engagé dans la lutte contre le terrorisme en prônant le fait que cela doit passer par les Africains. N'a-t-il pas aussi des visées électoralistes, ce qui pourrait justifier le président, je ne vois pas c'est tant mieux s'il a des visées électoralistes. De toute manière, vous savez, je vous ai dit souvent sur ce plateau que la démocratie ne développe pas un État. Sinon, la Chine ne serait pas ce qu'elle est. La Corée ne serait jamais devenue ce qu'elle est. Il y a beaucoup d'autres États qui sont développés sans la démocratie. La démocratie concourt à ce qu'il y ait certaines libertés. La liberté d'expression, la liberté de circulation, etc., etc. Mais dans le cas du Tchad, je l'ai dit et je le répète, si c'est sur le plan militaire, l'armée tchadienne est devenue l'une des plus redoutables armées de notre continent. Qu'est-ce qui la rend aussi faible face à la rébellion qui a failli emporter Déby par deux fois depuis qu'il est au pouvoir? Julie Justine. Avant d'y arriver, Hamzata, il a sorti rapidement une pensée contre laquelle je dois aller, parce que si je ne réagis pas d'office par rapport à cette pensée-là, je crois que les laboratoires, les laboratoires à l'université d'Abomey-Calavi vont m'en vouloir. Et ce n'est pas le débat, mais il faut le dire. La démocratie ne développe pas un État. Non, la démocratie développe tout État. La démocratie développe tout État à travers la promotion des droits humains qui constitue l'un des piliers clés de la démocratie. En tout cas, la démocratie telle que nous l'enseignons, la démocratie telle que nous la vivons à travers les recherches, la démocratie développe l'État. Maintenant, la démocratie à elle seule, au plan politique ou au plan juridique, n'assure pas un développement durable total. Je suis d'accord, mais la démocratie, c'est l'élément essentiel, c'est le système, si on raisonne comme les politistes, c'est le système qui vient mettre en place les bases nécessaires pour le décollage véritable d'un pays de manière inclusive. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai, moi je ne peux pas être d'accord avec vous que la démocratie ne développe pas. Et ça, le développement même, c'est quoi? Le développement, ce n'est pas d'abord monétaire. Le développement n'est pas d'abord financier. Le développement est d'abord l'épanouissement de l'être humain. Le développement passe d'abord par les libertés individuelles, par la paix. Lorsque je ne suis pas libre, lorsque je ne suis pas en paix avec moi-même, lorsque je ne peux pas dire ce que je pense, évidemment, je ne peux pas aller au boulot et travailler comme cela se doit. C'est un débat qui peut... Il y a plein d'écoles qui peuvent être traitées. On peut aborder plein d'écoles par rapport à ça. Chez l'école marxiste, selon laquelle il faut une démocratie nuancée, etc., etc. Mais je voudrais revenir dans le débat pour dire trois petites choses qui sont très importantes de mon point de vue. La première chose, l'Afrique face au terrorisme. Mais je crois que l'Afrique peut
trouver en elle-même la solution au terrorisme. Il l'a démontré. Et dans cette affaire de riposte, c'est ce que vous appelez incident, vous voyez la stratégie du Tchad. Il y a une stratégie du fond qui a été très sévère, une stratégie qui a été très sévère dans le fond, la riposte, et une stratégie qui a été amicale dans la forme. J'ai aimé ça du point de vue diplomatique. Maintenant, je voudrais attirer notre attention sur le fait que le Tchad, et il l'a démontré tout à l'heure, je le dis de manière claire, se positionne de plus en plus comme pionnier, comme leader en matière de sécurité continentale. Et c'est très important que les autres chefs d'État le soutiennent à travers leur volonté, leur bonne volonté, parce que le Tchad se positionne en remplacement justement de la Libye qui est en décrépitude. Et enfin, je précise, sans moyens. Sans moyens. Et enfin, nous voyons un Tchad en griffe enfant qui semble dépasser ou surpasser son tuteur. Jules Justinier Mbati, grand ardent défenseur de la démocratie et des libertés. Je reste avec vous. Est-ce que le président Idriss Déby Itno doit briguer un énième mandat à la tête du Tchad aujourd'hui? Il a passé déjà plus de 30 ans au pouvoir. Oui. Est-ce que selon vous, puisque visiblement tous les voyants sont en train d'annoncer une prochaine candidature à la présidentielle, est-ce que selon vous, il n'est pas temps de passer le témoin? N'y a-t-il que Idriss Déby Itno capable de diriger le Tchad et de mater la rébellion ou les terroristes? Oui. J'ai pensé à la question avant d'arriver. L'arrivée d'Idriss Déby, la manière dont il a pris le pouvoir ne m'a pas plu. Et c'est contraire aux règles démocratiques. Il y a eu par la suite une légitimation et une légalisation de son régime. Maintenant, la démocratie et l'état de droit, c'est également l'alternance au pouvoir. Dans la forme et dans le principe, il est souhaitable, comment je vais dire, il est souhaitable que M. Déby eût préparé la relève de manière à ce qu'il puisse passer la main à une autre génération pour continuer. Ça, c'est dans le principe. Maintenant, dans la pratique et dans la réalité, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas eu suffisamment de préparation à cela. Est-ce que le départ d'Idriss Déby ne va pas entraîner des conséquences fâcheuses pour le Tchad et pour l'Afrique par rapport à cette vision sécuritaire continentale? Alors, Souleymane Hamzat, je vous pose la même question. Idriss Déby doit-il rester en poste? On sait que l'homme est là depuis des décennies. Est-ce que, selon vous, il doit continuer à diriger le Tchad à 9 mois d'une élection présidentielle? Je ne vais pas me permettre de répondre de manière aussi ouverte à cette question, mais je vais toucher 2 points qui vous permettraient de voir ce qui se passe. Le premier point, c'est de savoir que le président Idriss Déby, lui-même, lors d'une interview, a dit qu'à un moment, il était prêt à partir du pouvoir et que la France lui aurait demandé de réviser la Constitution et de prolonger son mandat. Il a dit de manière claire et nette. L'interview existe, vous pouvez la chercher. Le deuxième point, c'est un État dit démocratique comme la France. Et c'est en cela que je vous dis que la démocratie, entre guillemets, pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire, en Afrique surtout. Un État comme la France qui se permet de dire à un président d'une envergure, comme il dit Déby, de réviser, il a fait. Idriss Déby a-t-il dit la vérité? Vous n'avez pas la preuve. Écoutez, Idriss Déby a-t-il dit la vérité? Vous n'avez pas la preuve. Vous n'avez pas la preuve qu'il a dit la vérité. Je le tiens. Les propos politiques n'engagent que ceux qui y croient. Vous le savez très bien. Idriss Déby, c'est pas le vendeur de pneus de Tantoba. C'est le chef de l'État de la République du Tchad. C'est le monsieur qui vient devant une caméra et qui ne peut pas se permettre. N'a-t-il pas le... La France est libre de faire tout ce qu'elle veut. Elle est libre de dire tout ce qu'elle veut. Permettez-moi. Le chef de l'État tchadien se garde la décision finale de quitter le pouvoir quand il le faut. Il a profité. Quiconque pourra dire à monsieur Idriss Déby Itno de ne pas ou de se présenter à une élection présidentielle. Je vous rappelle. Le jeu l'a arrangé sous le Madame Zat. Je vous rappelle, s'il vous plaît, je vous rappelle pour une petite seconde que le pouvoir est d'essence divine. Et que tant qu'il sera destiné à rester là, il y restera. Le pouvoir est d'essence divine. Avec le soutien, avec le soutien des soldats français pour le moment. C'est terminé sur le Madame Zat. Merci à vous. Vous êtes spécial des questions du terrorisme, spécial des questions de protection de sécurité. Jules Justinier Mbati, vous êtes chercheur en droit international constitutionnel. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, chers qui nous ont suivis. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien. La démocratie développe.